Personne ne sait exactement à quel moment le réel commence à mentir, ou combien de temps un lieu peut tenir debout en cachant les morceaux qui le contredisent. Yossi rabat sa casquette d'archéologue, s'accroupit dans la poussière, glisse 2 doigts dans une forme de pierre et sent sous son ongle quelque chose qui ne devrait tout simplement pas être là. Yossi Ben Hari, archéologue israélien spécialisé en épigraphie, est censé vérifier des blocs de remplissage amenés d'un chantier de rénovation du mont du Temple. Il passe sa lampe frontale sur la surface, appuie sur la pierre, cherche les lignes de taille. Sous sa paume, il sent un léger décroché, un bord net, presque coupant. Il sort son couteau de terrain, élargit la fente de quelques millimètres, et un éclat blanchâtre, plus lisse que la pierre, apparaît. Jusqu'ici, le mont du Temple, ou Haram al-Sharif, est pour lui un plateau intouchable, un trou noir archéologique qu'on ne fait qu'effleurer depuis les bords. Là, dans ce bloc récupéré d'un mur secondaire, il a peut-être la seule chose qu'aucune fouille officielle n'a jamais osé promettre. Il le sait déjà sans oser le formuler. Il relève enfin la tête. Devant lui, derrière le grillage du dépôt, l'esplanade se découpe, suspendue au-dessus des vallées. Un rectangle de pierre posé au-dessus du vide, encadré par des murs énormes que les mesures modernes donnent à près de 500 mètres du nord au sud. Ce qu'il tient n'a pas été trouvé sur le plateau lui-même. Ça vient d'un angle oublié, d'un petit ouvrage de soutien, démonté pendant des travaux de drainage et évacué discrètement. Dans sa boîte en plastique, les autres fragments ramassés ces derniers jours se mélangent. Poussière de mortier, éclats de céramique, minuscules tesselles. Mais ce morceau-là accroche la lumière autrement. Yossi souffle dessus, enlève la poudre beige. Sous la pellicule, une surface presque ivoire, légèrement bombée. Il pense à un os. Son cerveau le classe déjà dans la catégorie des probablement animaux, à vérifier plus tard. Puis il voit les incisions. 1 ligne, 2, 3. Trop régulière pour un accident, trop fine pour un burin moderne. Le silence se resserre autour de la table. Le mont du Temple, dans les textes, ne manque pas de détails. Des récits hébraïques qui parlent d'un sanctuaire attribué à Salomon. Flavius Joseph, qui mesure les portiques, décrit les cours, raconte la destruction par les légions de Titus. Des auteurs grecs, plus lointains, qui évoquent un temple fabuleux rasé par Rome. Des pèlerins byzantins qui passent devant un emplacement vide. Plus tard, des chroniqueurs musulmans qui décrivent le noble sanctuaire, la mosquée au sud, la coupole dressée sur un rocher. Mais dans le sol même du plateau, presque rien. Pas de fouilles systématiques, pas de tranchées nettes dessinant des strates. Les archéologues tournent autour du rectangle sacré, creusent le long des murs, glissent des sondages dans les tunnels à l'ouest ou au sud. Ils trouvent des blocs hérodiens gigantesques, des inscriptions en grec arrachées à des balustrades antiques, des fragments de céramique de l'âge du fer dans la cité de David. Le cœur, lui, reste fermé. Yossi sait tout ça. C'est la première chose qu'on apprend quand on travaille sur Jérusalem. Ici, le vide n'est pas un manque de données, c'est une décision politique. Alors ce petit morceau sorti d'un mur secondaire, coincé dans un remplissage récent, ne devrait rien changer. Sauf que les incisions, maintenant, forment un signe. Hypothèse A, la plus évidente, lui vient en 20 secondes. Il se dit que ce n'est sûrement qu'un fragment de décor tardif, réutilisé, raboté, balancé là pendant un réaménagement quelconque. Il imagine l'époque ottomane, des maçons qui démontent un édifice mamelouk, recyclent tout ce qu'ils peuvent pour consolider un mur, bourrent les interstices de débris. Le fragment serait alors un reste d'ornement, une pièce sans contexte, arrachée à une histoire qu'on ne pourra jamais reconstruire. Peut-être même un morceau de plaque funéraire médiévale, déplacé sans précaution. Cette idée le rassure. Elle met à distance le vertige qui monte quand on associe mont du Temple, OS et marque ancienne. Il sait qu'autour du haram, le recyclage de matériaux est la norme. Des temples païens ont alimenté des églises byzantines, des colonnes croisées ont fini noyées dans des murs de maisons, des blocs romains sont aujourd'hui invisibles sous des couches plus récentes. Dans ce chaos de récupération, un os marqué pourrait n'être qu'un témoin anecdotique d'un cimetière voisin ou d'une officine d'artisans. Il se répète ça, penché sur la table métallique du labo, les néons grésillant au-dessus de sa tête, comme un mantra pour calmer ses mains qui tremblent légèrement. Puis il lit le rapport de tri des déblais, voit la couche précise d'où vient le fragment, et toute cette hypothèse s'effondre d'un coup.
Le remplissage ne vient pas d'un mur tardif, mais d'un niveau encaissé contre le soubassement même du mur de soutènement est, au contact d'un appareillage typique de la grande phase hérodienne. Aucune structure médiévale, aucun cimetière connu, pas de strates modernes mélangées. Les responsables du chantier ont consigné chaque mètre cube en détail. Ce morceau était piégé là depuis des siècles, probablement depuis la reconfiguration monumentale de l'esplanade à l'époque où Rome tenait déjà la région. Hypothèse B prend alors toute la place. Yossi se dit que ce qu'il a sous les doigts pourrait être un reste de pratiques rituelles liées au second temple. Un os, peut-être animal, marqué de signes servant à un contrôle, un tri, une redistribution de sacrifices. La surface bombée pourrait correspondre à une partie anatomique identifiable. Les incisions, si elles étaient corrélées à d'autres fragments, pourraient dessiner un système de marquage, lettres, chiffres, symboles indiquant une fonction. Dans ce scénario, le fragment ne parle pas d'un épisode isolé, mais d'une organisation entière. Il imagine des prêtres, des scribes, des assistants manipulant des restes, consignant, marquant pour distinguer ce qui retourne au feu, ce qui est consommé, ce qui est distribué. Le mont du temple deviendrait alors non seulement un centre de prière, mais un gigantesque dispositif administratif et matériel réglant le flux d'animaux, de grains, d'offrandes. Tout ce qu'on croyait savoir sur la limite entre le sacré et la logistique se décalerait. L'esplanade, dans cette lecture, cesserait d'être seulement l'emplacement d'un édifice disparu pour devenir un nœud de gestion, presque une machine. Il est pris d'enthousiasme, commence à dessiner des schémas, à lier ce fragment au récit de sacrifice, aux descriptions de Joseph. Il voit déjà des articles, des conférences, une nouvelle manière de raconter le temple. Puis le résultat de la première analyse tombe, et tout ce système se retourne contre lui. L'os n'est pas animal. Le temps se contracte. Hypothèse C s'impose brutalement. Si le fragment est humain, si les incisions sont volontaires, si le contexte exclut un cimetière classique, alors ce qu'il a trouvé ne parle ni de décoration, ni seulement d'administration rituelle. Il parle peut-être d'un geste sur le corps, d'un marquage qui ne se limite pas au sacrifice. Un os humain, travaillé, conservé, enfermé dans une maçonnerie au plus près du cœur du lieu le plus sensible du Proche-Orient. Et là, l'explication rituelle rassurante se fissure. L'idée que le mont du Temple soit un théâtre entièrement connu par les textes recule. Quelque chose d'autre apparaît, plus dérangeant, plus difficile à articuler dans les catégories admises. C'est là que Yossi rencontre le mur. Pas un mur de pierre, ceux-là il les connaît par cœur. Il sait où leurs blocs géants se rejoignent, où les joints ont été refaits. Le mur qui se dresse maintenant devant lui est fait de silence, de règlements, de regards qui s'évitent. Il essaie d'obtenir une autorisation pour retourner sur la zone précise où les déblais ont été extraits. Pas pour creuser le plateau, pas pour faire une tranchée dans l'esplanade, juste pour revoir le talus, vérifier la coupe, prélever d'autres fragments dans la même masse. Le premier refus est poli. La zone est sensible, on ne peut pas y faire entrer n'importe qui. Les travaux sont déjà avancés, les déblais déplacés. On lui suggère de se contenter des sacs déjà collectés. Il insiste. Il explique qu'un seul fragment ne suffit pas, qu'il lui faut une série, un contexte plus large, des comparaisons. Il parle d'analyse ADN, de microtomographie, de la possibilité d'identifier l'âge, le sexe, l'origine géographique de l'individu. À chaque mail, à chaque appel, la réponse se resserre, devient plus sèche. On lui rappelle que le plateau est administré religieusement par le Waqf, surveillé par la police, qu'aucune fouille directe n'y est autorisée. On ne lui parle pas de traité, de résolution, de statut d'occupation, mais tout est là, en filigrane, dans les mots choisis avec prudence. La seule raison réelle de ce blocage n'est pas écrite dans les comptes rendus. Elle tient dans l'impossibilité pour chaque camp d'accepter l'idée que la matière même du mont puisse raconter une histoire qui échappe aux récits établis. S'il s'agit d'un os humain ancien, intégré à la structure, chaque interprétation possible devient explosive. S'il est très ancien, plus vieux que les phases connues du temple, certains y verront la trace d'un culte qui précède les trois traditions. S'il est contemporain du second temple, la moindre hypothèse de rituel sur des restes humains peut être rejetée comme blasphématoire. S'il est plus tardif, croisé ou islamique, alors l'idée de manipulation de restes, de cache, de réutilisation ritualisée
ouvrira des abîmes politiques. Personne ne veut que ce fragment devienne un drapeau. Ni les autorités religieuses qui craignent la mise en cause de leur récit, ni les responsables politiques qui redoutent que chaque nouvelle hypothèse rallume la rue. Le mur, pour Yossi, se matérialise un matin, quand il se trouve coincé dans un couloir étroit à l'entrée d'un bureau administratif. Il tient sa boîte en plastique, les doigts crispés sur le couvercle. Face à lui, un fonctionnaire lui répète que le dossier sera examiné en temps voulu. Derrière la porte, il perçoit des voix basses, des phrases interrompues par des soupirs. Dans son dos, une file se forme, des corps se pressent. L'un d'eux appuie malgré lui sur son épaule. Son omoplate cogne contre le chambranle métallique. Une douleur aiguë remonte dans le cou. Il a l'impression d'être lui-même pris dans une maçonnerie, coincé entre deux blocs de volonté opposés. Cette douleur, ce point précis où l'os rencontre le métal froid, reste en lui toute la journée. Il la sent encore le soir, en manipulant le fragment au laboratoire. Un frottement brut, sans espace pour respirer. Il réalise alors qu'il ne pourra pas compter sur un accès élargi, ni sur une campagne systématique. Le mur ne se contourne pas avec des arguments scientifiques. Il est là pour empêcher le sol de parler trop fort. Des experts qu'il consulte hors du cercle officiel réagissent avec prudence. Au départ, ils admettent que l'os semble ancien, que les marques paraissent volontaires, et qu'il s'inscrit probablement dans une pratique complexe encore mal comprise. Puis, très vite, ils nuancent. Certains pensent voir dans les incisions des traces de découpe utilitaires plutôt que de codage symbolique. D'autres mettent en avant la possibilité d'un remaniement tardif qui brouillerait toute lecture nette. Mais ce qui les rassemble le plus, c'est ce qu'ils se retiennent de dire. Ils refusent presque tous de relier explicitement ce fragment à l'un ou l'autre des récits religieux sur le mont, comme s'ils craignaient, derrière chaque mot, l'étincelle qui enflammerait tout le plateau. Un non-dit commun se forme. Alors Yossi fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il envoie le fragment pour des datations et des analyses isotopiques dans un laboratoire qui ne porte pas explicitement le nom de Jérusalem sur ses formulaires. Les résultats reviennent, fragmentés, comme des échos. L'os semble appartenir à un individu adulte. Les signatures isotopiques évoquent une alimentation compatible avec celle d'une population locale du Levant ancien, mais les marges d'erreur couvrent encore plusieurs siècles. Les marques, vues au microscope, ont des bords polis, suggérant un contact prolongé, peut-être un frottement répété d'un matériau souple, comme si l'objet avait été manipulé, porté, avant d'être enfermé. L'idée qu'il se faisait d'un mont du temple totalement balisé par les textes commence à se fissurer. Il avait grandi avec l'image d'un lieu où chaque époque avait laissé son récit, où les grandes lignes étaient connues. Un temple attribué à Salomon, détruit par Babylone. Un second sanctuaire rebâti, agrandi par Hérode, écrasé par Rome, remplacé plus tard par des édifices musulmans. Un site où l'archéologie, faute de pouvoir percer le plateau, devait se contenter de confirmer à la marge, d'ajuster des datations, de raffiner des plans. Ce fragment, lui, ne se laisse pas ranger aussi facilement. Il ne confirme rien. Il ne réfute pas frontalement les traditions, mais il les trouble. Il vient rappeler qu'au cœur même du lieu le plus commenté, le plus surveillé, le plus revendiqué de la région, il existe encore des gestes, des objets, des usages qui n'entrent pas dans les catégories officielles. Yossi avait cru qu'un jour, avec suffisamment de patience, le mont du temple se laisserait décrire comme une suite claire de phases. Cananéenne, monarchique, babylonienne, perse, asmonéenne, hérodienne, romaine, byzantine, islamique. Un empilement ordonné de couches, chacune lisible avec les bons outils. Il découvre au contraire un espace où les strates ne se succèdent pas calmement, mais se croisent, se réutilisent, s'enfouissent les unes dans les autres, parfois en intégrant des fragments de corps. Il perd aussi une autre illusion, plus intime, celle d'un métier où les données finissent toujours, tôt ou tard, par produire un récit partagé. Ici, les chiffres, les coupes, les datations n'aboutissent pas à une synthèse stable. Ils se brisent sur des frontières invisibles, sur des interdits qui n'apparaissent dans aucun manuel de méthode. Ce n'est pas l'absence de preuves qui fixe la limite, mais la peur de ce qu'une preuve pourrait signifier pour des millions de personnes. À la place, il découvre un champ plus étroit, plus sombre, celui d'un savoir qui doit accepter de rester partiel, bordé par des zones de silence imposées. Un savoir qui avance par micro-indices, par fragments, tout en sachant que certaines questions ne pourront pas être posées publiquement. Il continue de travailler, mais avec la sensation que la carte qu'il dessine ne sera jamais complète, que certains vides ne seront pas comblés par manque de traces,
mais parce qu'on aura décidé de ne pas les regarder. Dans ses notes, il renonce à écrire preuve, rituel, temple. Il se contente de mots prudents, marque, contexte probable, possibles usages. La charge émotionnelle du lieu infiltre même son vocabulaire. Un soir, il repose doucement le fragment dans sa boîte, referme le couvercle et s'assoit, les épaules lourdes. Le plateau, dehors, est silencieux. Il pense à toutes les fois où l'on a parlé de statu quo, de gestion conjointe, de respect des sensibilités. Il voit maintenant ce que ces formules recouvrent, très concrètement, pour quelqu'un comme lui. La certitude qu'une partie de ce que le sol murmure devra rester un murmure. Il se surprend alors à se poser une question qu'il n'aurait jamais formulée au début de sa carrière. Combien de vérités possibles sur ce lieu ont déjà été enterrées sciemment, non pas par le temps, mais par la peur de ce qu'elle pourrait déclencher si elle remontait à la surface. La boîte est rangée sur une étagère basse, dans un labo qui sent la pierre mouillée et le désinfectant. À travers la petite fenêtre, on distingue au loin le rebord de l'esplanade, un alignement de blocs éclairés par des projecteurs jaunes. Sur la table restée vide, une fine pellicule de poussière s'est déposée, dessinant la trace exacte où la boîte reposait. Sur le plateau, des silhouettes se déplacent en silence, glissant entre les arbres maigres, leurs pas étouffés par les dalles. Un chat longe le pied du mur, disparaît dans une fissure. Au-dessus, le vent accroche les voix d'une prière lointaine, les étire, les déforme, jusqu'à ce qu'on ne distingue plus qu'un souffle régulier. Dans un coin du dépôt, un sac de déblai mal fermé laisse s'échapper un filet de terre grise qui forme au sol une petite langue poudreuse. Personne ne la remarque.